en ce moment une des préoccupations de certains politiques, certaines associations, certains collectifs, c'est vraiment cette idée de connexion, de reconnexion, pardon, entre le Brésil et l'Afrique. Et comme je le disais, je suis absolument certain que ce sera un thème très important dans les années à venir et ça bouge beaucoup là-dessus. C'est juste, on va dire, dans la population, en Afrique, c'est pas encore quelque chose qui revient énormément, je sais pas, dans les médias, etc. Mais ça ne saurait tarder. Je pense vraiment qu'il va y avoir beaucoup de choses là-dessus. On va écouter Robert Ducé, ministre des Affaires étrangères au Togo, qui lui, un personnage qui milite beaucoup pour la reconnexion. Et juste les 2-3, on va écouter les 5 premières minutes de l'interview, ou même peut-être les 2 premières minutes, mais pour vous montrer un peu, avoir quelqu'un qui sera peut-être plus qualifié que moi pour parler de ça. Important aussi. Et lui, il mène sa guerre. Hein. C'est moi qui ai filmé cette interview. Donc on était à Bahia, à Salvador de Bahia, aussi dite Rome Noire, et on est allé aussi à Cuba. Je l'ai croisé à Cuba parce que moi, on suivait en fait. Il y avait c'était quoi ? C'était pas des sommets, c'était des événements en fait. De reconnexion où ils invitaient tout un tas de personnes, qu'elles viennent de la culture, qu'elles viennent du journalisme, qu'elles viennent de la politique, entre le Brésil et l'Afrique, pour justement cette reconnexion entre les populations afro de ces deux continents. Donc c'est comme ça que là-bas on s'est retrouvé à interviewer Robert Ducé, qui lui c'est vraiment c'est dans le cœur de ses préoccupations. Donc voilà, pour vous dire que ça bouge en interne, il en parle très très bien ici. Et défendre les intérêts de l'Afrique, nous avons besoin de nos frères et sœurs afro-descendants et afro-brésiliens. C'est intéressant de ouf, le gouvernement brésilien a reconnu d'avoir essayé de blanchir la population. Je crois qu'ils ont, je sais pas s'ils l'ont reconnu vraiment, ça je pourrais pas répondre, mais je pense que ça doit être une des thématiques de débat et d'engueulade aujourd'hui dans la société brésilienne, hein, parce que tout n'est pas tout sympa, hein, ils se foutent vraiment sur la gueule. Donc je pense que ces populations afro demandent aussi de la réparation et de reconnaître des choses que évidemment, tu as peut-être des populations bourgeoises anciennement dans la lignée des esclavagistes colons qui n'ont pas envie de perdre leurs privilèges au Brésil. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fait fortune grâce à la traite négrière, au commerce triangulaire. Donc je pense que ça, ça doit être dans les débats en ce moment de ouf. Mais tout le monde s'accorde à le dire, en fait, que oui, les historiens, etc., si tu regardes un petit peu, si tu cherches un petit peu sur Internet, tu verras que voilà, tout le monde s'accorde globalement à le dire, quoi. Pour réussir ensemble cette lutte. Alors, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui est un sujet qui semble vraiment vous passionner. Qu'est-ce qui peut amener l'Africain à s'intéresser aux Brésiliens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut justifier que l'Union africaine s'intéresse au Brésil ? L'intérêt du Brésil est né du fait que dans les peuples afrodescendants que nous avons sur la planète un peu partout dans le monde, il y a une particularité au Brésil. Les Afro-Brésiliens sont passionnés par leur origine, leur racine. C'est réel, hein. Vraiment, moi, dès que j'y étais, comme je vous disais, hein, dès que ils voyaient ma collègue Seth, princesse du Cameroun, mais je n'ai jamais vu ça. Vous le verrez dans le documentaire, beaucoup ont pleuré, quoi. Beaucoup ont pleuré. C'est pour ça que je l'ai pas vu le documentaire. Je me suis préservé pour avoir la spontanéité de le découvrir en même temps que ce live Twitch. Mais c'est pour ça que c'était aussi émouvant. Moi, j'aurais jamais pu penser que c'était à ce point-là, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler, quoi. Notamment parce que je trouve que c'est d'intérêt public de comprendre cette histoire pour mieux comprendre la suite. J'espère qu'on entendra parler de manière positive, qu'il va se passer des bonnes choses, que ça va aller dans le bon sens pour le Brésil. Ce qui est sûr, c'est que les histoires là, de trucs de Brésil, on n'a pas fini d'en entendre parler, quoi. Donc mieux les comprendre, c'est peut-être pas mal pour la suite. Et surtout pour les gens de la diaspora et pour les Africains aussi. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui maîtrisent ça déjà. En tout cas, voilà, moi j'ai découvert ça. Ouais, tu m'étonnes, la population affrontée doit demander
Doit demander des comptes. Ouais. Bah, c'est surtout que ça se fout sur la gueule. Hein. Vraiment, les autres, de l'autre côté, là, il y en a vraiment qui sont bien fachos, bien vénères, qui veulent rien lâcher, qui sont en mode mais fermez votre gueule, lâchez-nous avec votre truc, tenez 3 cacahuètes et cassez-vous et prenez quelques maisons dans les favelas et nous faites pas chier, quoi, globalement. Une racine africaine. Ils vivent ça passionnément et plus que les autres afro-descendants que l'on retrouve dans les Caraïbes, les Brésiliens sont profondément africains. Et donc je crois que cela justifie humblement pourquoi le Haut Comité de l'Union africaine sur la décennie des racines africaines et de la diaspora et nous-mêmes avons décidé d'organiser ce 6e pré-congrès au Brésil. Vous l'avez constaté vous-même ici. Voilà, il y a plein de congrès, de pré-congrès. Là, c'était un congrès entre l'Afrique et le Brésil. Et Quand les Brésiliennes et les Brésiliens parlent de leurs racines, ils le parlent avec beaucoup de passion. Et ils disent ce qu'ils vivent. Et au Brésil, contrairement de notre expérience personnelle, hein, contrairement aux autres peuples africains d'origine africaine un peu partout, ils parlent de leurs problèmes de manière décomplexée. Ça, c'est important. Décomplexé, hein. Voilà. Hein. Décomplexé, c'est le mot. Je vais rebondir là-dessus en parlant de décomplexage. Je ne sais pas si ça se dit, du décomplexage. Décomplexé, hein. C'est vraiment le mot des Brésiliens. Ça, c'est fou. Je vous montre juste cet extrait hein, qui va dans le sens de décomplexer. Ça, c'est un autre reportage, Bahia, l'âme africaine du Brésil, que vous pouvez retrouver sur le site afomedia.com, toujours tourné par Seth, qui est là vraiment très axé sur la spiritualité au Brésil, qui est donc la religion au Brésil, qui sont en fait des religions qui viennent d'Afrique, quoi. Le candomblé. Donc là, c'est ça, je vous disais, il y avait des divinités, et chaque divinité représente un élément, ça peut être l'eau, le feu, la terre et tout ça. Et c'est ça, là on les voit, on est à Bahia, et elles sont là en statue. Donc c'est ça, et on était sur décomplexé, hein. Brésilien, vraiment le pays le plus décomplexé que j'ai vu. Vous allez comprendre pourquoi. J'habite à côté de ça. Et là, il y a des cours de capoeira à gauche. Ah oui, c'est là que j'ai fait merci Dion, c'est un ami de moi. Les Brésiliens, vraiment, c'est des fous. Le premier choc dès notre arrivée à Salvador de Bahia a effectivement été cette présence africaine partout. Sur les murs, dans les coins de rue, les assiettes, dans la musique, dans les danses. Mais surtout, dans la chaleur humaine, dans l'hospitalité. Là, c'est réel, hein, vraiment. On s'est fait... l'hospitalité brésilienne, c'est une dinguerie, en fait. Moi, Le deuxième choc, plus anecdotique, voilà, sera pour Thomas Hollande. Décomplexé, hein, on a dit décomplexé. Restez bien sur décomplexé. Qui s'est réveillé au lendemain de notre arrivée, encore sous le choc de sa virée nocturne, dans les rues de Salvador, où il a été confronté à une question existentielle. Ce qu'elle dit pas, c'est que je me suis bien bourré la gueule, là. Première grosse soirée, je me suis enculé avec des bières. J'ai trop kiffé. C'est-à-dire que hier, je suis allé dans le centre, ils sont tous en slip de bain. Je parle pas du maillot long, hein. Je me suis demandé, mais où est-ce qu'ils mettent leur téléphone et leur argent? Ils sont vraiment comme... Non, c'est fou, ils sont tous en slip. Mais c'est quoi ce pays, genre, frère? Tous en slip comme as, mais vraiment slip. C'est vraiment slip de bain, tongs. Et elle est à la limite petite enceinte Bluetooth comme ça. Et tranquille. Vraiment, genre... c'est fou. Comme ça, reste quoi. Rien d'autre. Et les gars boivent quand même la bière et tout, donc ils te sortent de l'argent de je ne sais où. Et dans les slips de bain, il n'y avait pas de poche? J'en ai vu. Alors, j'ai vu 2 hommes qui mettaient leur iPhone dans leur slip. Ouais. Oui. Rien d'autre finalement. C'est ça le Brésil, c'est la simplicité. Exactement. Hein. Totalement d'accord avec cette personne. Tu vas faire pareil alors du coup? Hein? Il me faut un temps d'adaptation quand même. Je peux m'adapter, mais le slip de bain là, je sais pas si il faudrait un temps. Et quelques jours. Championnat de temps vie. Ouais, le slip de bain, ouais, j'aurais bien aimé tenter l'expérience, mais vraiment mon ventre c'est pas possible. Il faudrait faire 6 mois à la salle là avant, mais j'avais le maillot. Salut. Attends, il y a un long commentaire.
Salut, j'arrive un peu hors sujet, mais je viens de voir que tu as fait un docu sur la musique cubaine. J'ai pas encore regardé, mais étant fan de jazz, ça me parle beaucoup. Beaucoup de grands jazzmen américains ont fait des albums à l'influence afro-cubaine, notamment sur les rythmes et percussions. Et même avec le Brésil, il y a eu des dialogues entre les musiciens des deux pays autour de la bossa nova. Oui, bah écoute, déjà bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton message. Ouais, tout à fait. Je réagirai aussi, parce que là je parle du Brésil, mais il y a évidemment Cuba, qui a une autre histoire, mais qui est quand même un pays intimement lié avec l'Afrique. Et intimement lié aussi, notamment militairement parlant. Il y a eu des guerres, Cuba est allé défendre l'Afrique. Mais oui, et tout ça, ça se rejoint. Hein. En fait, ce lien entre l'Afrique et les Amériques latines se rejoignent. Et moi, effectivement, la musique me touche spécialement. J'adore la musique. Et du coup, quand j'étais parti faire l'émission, que ce soit au Brésil ou que ce soit à Cuba, j'avais demandé à moi être placé sur les thématiques de reportage de musique, parce qu'il y a aussi énormément de choses à en dire. Donc j'espère que celui sur Cuba t'a plu. J'ai toujours un peu peur, parce que c'est quand même, en fait, c'est tellement complexe que de vulgariser ça dans des documentaires de 30-40 minutes, même si on a des bons musiciens, des bons intervenants, des historiens, etc., pour des néophytes de la musique, tu vas souvent dire beaucoup de conneries, mais c'est quand même important de retisser le lien qu'il y a, parce que ça te permet de comprendre beaucoup de choses sur la musique aujourd'hui. Même par exemple au Brésil, ce qui est marrant, c'est j'en parlais, ça pour le coup, j'en parlais avec un pote à moi brésilien, angolais brésilien, qui s'appelle Lamek, et qui me disait que même les pum ta ta, pum ta, pum ta ta, pum ta, ça c'est les trucs de funk brésilien. S'il y a des gens qui font de la musique, moi je pense musique actuelle du Brésil, t'as fait pum ta ta, pum ta, nana. Il me disait que même cette rythmique là, si tu regardes bien, c'était la rythmique qu'on pouvait retrouver dans des cercles de candomblé, de machin, etc. Tard l'époque de l'esclavage et tout ça. Donc en fait, ces trucs là, même dans la drill, dans le rap, dans les trucs d'aujourd'hui là, même peut-être le gars il prod dans sa favela là, il sait même pas, c'est un gars qui vient d'un héritage métissé et tout, il sait peut-être pas pourquoi il tape ce rythme, mais en fait la réalité de l'humanité, en fait, de l'histoire, rattrape le truc. C'est ça que je trouve profondément incroyable, et c'est pour ça que c'est un des trucs, faut en parler aussi, nous tous. Moi je sais que je kiffe les prods brésiliennes, machin. J'avais jamais trop pensé à ce lien musical Afrique-Amérique, c'est trop intéressant, merci pour le taf. De rien. Et moi en fait, j'ai eu la chance qu'on me propose de l'explorer en documentaire, et j'y suis allé avec passion. La musique brésilienne, vraiment, je trouve que c'est de la folie. La musique cubaine également, hein. C'est ça qui est fou avec la musique du Brésil ou de Cuba. Tu mets une playlist et tu mets au pif n'importe quelle chanson, t'as quand même 80% de chances de kiffer, quoi. Enfin, c'est des pays qui vivent musique, hein, et ils vivent pas musique pour rien. C'est ça qui est intéressant, et justement, et c'est ça la démarche quand je fais un documentaire. En vrai, la musique avec des vines brésiliennes est très sur le devant de la scène aujourd'hui. Les influences de la baile funk est énorme, genre partout. Ouais, c'est un truc de ouf. En même temps, ils sont trop chauds. Et puis surtout, décomplexés. Ils s'en battent les couilles. Parfois, ils te prennent les règles. J'imagine, toi, tu connais mieux que moi. Je sais que tu fais de la prod. Mais ils te prennent les règles. Ils mettent ça et ils partent sur des trucs que personne n'aurait imaginé faire. Mais qui sont... Enfin, voilà. C'est trop important. Attends, c'était quoi ? On était sur la musique. La musique. C'est quoi déjà cette musique-là? Ah, genre, moi je pense à ça là. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça. Je pense que c'est ça. A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui, ó. Duvida não, hein? Chez Goût 3. Je crois que je parle pas portugais brésilien. Je crois que c'est des horreurs, hein, ce qu'il dit. Hein. Je crois que ce qu'on entend là, les paroles, c'est vraiment des trucs sexuels très hardcore, quoi. C'est vraiment, je vais pas le dire, mais je suis quasiment, voilà, décomplexé, on a dit. Il faudrait que je trouve les paroles, mais
Si ça vous intéresse, allez diguer ça. Vous allez voir, je crois que les paroles, c'est pas tout rose, c'est pas tout gentil. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint beaucoup ce que tu dis. C'est le lien fort qu'il y a entre la musique du Nigeria, la musique brésilienne. Il y a masse de similitudes et c'est pas si surprenant en final avec ce que tu as montré tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est trop intéressant d'aller diguer ces trucs-là. Même quand t'es comme moi, t'as pas de lien direct ni avec le Brésil ni avec l'Afrique. Ça te donne beaucoup plus de clés, de compréhension et ça apporte encore plus de saveur. Tu fais putain, mais ouais, c'est ça quoi. La recherche, l'anthropologie de la musique et tout ça, qui sont des bails grave intéressants. Je me demande d'ailleurs si quand tu sais, et c'est pareil, même la danse, hein, c'est les mêmes trucs. Hein. L'histoire de la danse et tout ça, c'est indissociable de tout ça. La danse au Brésil, la capoeira, etc. Donc en fait, c'est le genre de truc, plus tu commences à regarder ça, plus tu te rends compte de la profondeur des sujets, que en fait tout est lié, mais en même temps il y a tellement de choses à en dire. Et tu comprends un peu plus peut-être pourquoi il y a des bails si compliqués au Brésil, que politiquement ça part en couille et tout ça quoi. Voilà, c'est juste c'est du constat, mais effectivement plus tu commences à mettre ton nez dedans, plus c'est ça qui est trop bien. C'est pour ça que le Brésil en plus avec l'hospitalité, le côté décomplexé. Ça en Afrique, pour le coup, il y a une certaine pudeur. Au Brésil, ils ont mis ça à la poubelle, quoi. Hein. Non, vraiment. J'ai été. J'ai vu des trucs au Brésil. Je vais pas rentrer dans les détails. Pas ici, peut-être une prochaine fois, Inch'Allah. De toute façon, moi, je parlerai pas mal. Je pense du Brésil, de Cuba et tout. C'est des thèmes qui vont revenir pas mal. Parce que c'est trop intéressant, c'est trop bien. On arrive sur le doc, hein, voilà, le fameux doc de ma collègue. Ouais, c'est grave intéressant, je kifferais aller au Brésil, ça a l'air fou. Moi, vraiment, hein, je pense que là, on me dit que je vais crever, que j'ai un cancer ou je sais pas quoi. Le Brésil, c'est un endroit où je me verrais mourir, hein, sans problème. Caipirinha sur la plage, et puis voilà, merde. À bouffer là tous les beignets, tous les trucs, les petits fromages fondus qu'ils font sur la plage et tout. Ouais, non, mais le Brésil, moi, il faut que j'y retourne. Et d'ailleurs, objectif que j'ai en tête, je sais pas où ça ira, je sais pas ce que je vais faire de ça et tout, mais là je suis solo aujourd'hui, mais à côté il y a aussi Jean-Jacques qui stream, Issa et Harris. Si un jour j'arrive, là je le dis, ça restera clippé 2 ans, je veux le dire, je veux que ça ressorte dans 2 ans. Si un jour on parvient à faire grandir Domoulag, objectif en tête, amener Domoulag, amener les 3 autres gars au Brésil. C'est pas normal que moi j'ai vu ça et pas les 3 Africains de la team là. Et ils imaginent même pas. Et je pense par exemple à Jean-Jacques qui lui est pas mal dans la musique, musique et tout, musicalement il va péter son crâne dans la danse, etc. Issa, je sais enfin tous en fait, les 3 là. Harris pour le côté bantou, il va voir le truc, il va voir qu'il y a un fondement même. Tu peux retrouver plein de trucs du Congo là-bas. Ils vont être accueillis comme jamais et tout. Vas-y, objectif. Dans 2 ans, hein. Dans 2 ans, tout le monde, tout Domoulag au Brésil. On va à Salvador de Bahia. Je sais pas, peut-être ça sera des pubs si on arrive à avoir une audience. Peut-être on aura des partenariats ou aussi bien juste, je sais pas, on se démerdera. On ira à 4 là-bas faire des streams avec des Brésiliens. Moi, je veux voir Issa cagoulé dans les favelas. Le gars il dit ouais, moi je viens de Parcelles, c'est chaud et tout. Mec, frère, Issa, tu vas aller dans les favelas là-bas, les favelas de Rio. On va voir si tu fais le fou là avec ta cagoule. Tu vas vite comprendre. Bref, on parle pas des favelas là, on parle de Quilombo. On y arrive. Je vais lancer le reportage. On va réagir. C'est donc moi qui l'ai filmé et je le découvre en même temps que vous. Nous sommes à Salvador de Bahia, la ville qui compte 80% de Noirs. Je dis bien 80% d'Africains, puisque par ce port derrière moi sont arrivés entre 4 et 5 millions d'Africains avec des chaînes au cou, des chaînes aux pieds, pour venir travailler dans des plantations ici, travailler comme esclaves. Tout ici rappelle l'Afrique. Voilà, la bouffe, on en parlait. Ça, c'est musique, capoeira, manioc, évidemment. L'histoire racontée par le chasseur veut qu'un jour, dans sa grande magnanimité, l'esclavagiste ait décidé de mettre un terme au supplice des esclaves. Là, vous voyez, hein, c'est moi on a tourné ça avec Sébastien. C'était galère
pas de chance, putain, le seul jour où il pleut, quoi. Genre, ça tombe le jour où on doit faire les lancements avec Alain. On n'a pas tourné ici au hasard, hein. C'est la place de Zombie, qui est une des plus grandes figures de résistance, hein. Lui, il a mené des batailles, justement, esclave fugitif, qui a monté des grandes batailles contre les colons qui voulaient les rattraper, qui a défendu les quilombos, etc. Il y a même un jour férié, je crois que c'est en novembre, il y a un jour férié au Brésil dédié à son honneur, quoi. À l'honneur de Zombie, à l'honneur des populations afro. Donc il y a quand même des batailles qui gagnent, mais elles sont pas si nombreuses. C'est décidé de mettre un terme Cimer pour le clip. Hein. au supplice des J'espère. esclaves. Que d'un coup, il a été pris Ça d'un va ressortir sentiment bientôt. d'humanité et est décidé. Mais ce que l'on ne raconte pas souvent, c'est la dure lutte, la lutte constante, la lutte permanente menée par les esclaves pour gagner leur liberté. Et ce que nous devons apprendre, c'est l'histoire des luttes, des batailles menées pour la conquête de la liberté. Elle n'a pas été donnée, elle a été conquise au prix du sang. Le son des guerriers de l'ombre, des reines en fuite, des prêtres devenus soldats. Ouais, c'est ça, on n'imagine pas le nombre de batailles, d'histoires qu'il y a eu entre les colons. De la Jamaïque à Haïti, de la Guyane au Suriname, des bayous de Louisiane aux États-Unis aux forêts du Brésil. Pendant des siècles, ils ont combattu, transmis, survécu, déterminés à libérer leur peuple à tout prix. On les a appelés nègres marrons aux Antilles, Bushinengue en Guyane, Maroons en Jamaïque, Cimarrones dans les colonies espagnoles et Quilombola ici au Brésil. Donc voilà, c'était globalement, hein, la même trajectoire, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Guyane, que ce soit même en Colombie, etc. D'ailleurs, je crois que la première ville d'esclaves affranchis, il me semble que c'est en Colombie, dans la région de Palenque. Des forêts impénétrables aux montagnes reculées. Ils ont bâti des royaumes, des enclaves de liberté en plein cœur de l'enfer colonial. Dans les veines du Brésil coule le sang rebelle des quilombos. Ces territoires ne sont pas des vestiges, mais des foyers incandescents de résistance. Ouais, c'est ça. Ici, chaque arbre murmure le nom des ancêtres fugitifs. Chaque rivière charrie des prières. Rappelez-vous, hein, je parlais de les croyances et les religions africaines, la spiritualité africaine est restée, hein, surtout du coup dans ces endroits-là. Et Seth est également dans ça. Hein. Seth est initié, Seth est vraiment très porté sur la spiritualité africaine. Donc la connexion à la nature, c'est quelque chose dans son angle de très important dont elle va parler. Et elle se sent tout à fait en communion pour elle quand on était là-bas. C'est comme si elle était au Cameroun ou en Afrique. Hein. Du coup, là, c'est le bonheur pour elle de dire la communion avec la nature, etc. C'est pour ça qu'elle va peut-être beaucoup en parler. Pour ceux et celles qui ne comprendraient pas pourquoi elle va insister peut-être sur la connexion avec la nature et ces trucs-là, c'est parce que c'est les croyances et la spiritualité africaine et du coup afro-brésilienne, c'est la même chose, voilà. En langue Yoruba ou Kikongo. Leur arme, la terre. Leur armure, le candomblé. Le candomblé, hein, donc le système religieux des populations afro. Akwaba Masoma Mbolo. Mon nom de naissance est Princesse Alepi Swingom Bisonuno Ambassi, alias Asset. Et pour info, je vous invite à plonger avec moi au cœur des traditions africaines. La résistance de nos ancêtres était indissociable de la spiritualité comme on l'a vu dès le premier épisode de cette série que vous pouvez retrouver sur notre application Infomédia. Voilà, c'est ce que je vous disais, on a tourné un... Cette résistance spirituelle a permis aux Afro-Brésiliens de préserver leur culture à travers le candomblé, dont les terreiros, les lieux de culte, sont devenus des espaces de préservation de l'identité africaine. Et d'ailleurs, hein, dans les quilombos, du coup, il y a aussi le candomblé. Et les gens, voilà, dans les cérémonies de candomblé, etc., mais même souvent dans les quilombos, etc., déjà, système matriarcal, c'est énormément de femmes. Ça, un peu comme en Afrique, mais
Au Brésil, ça a dépassé tout ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, quoi. Un monde de femmes, quoi. Non, mais c'est génial, j'ai trouvé ça fou. Et donc, elles sont ornées tout en blanc, souvent. Monde ouvert à tout le monde, hein, d'ailleurs. Et parfois, il y a comment dire, des blancs. Il y a tout, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je l'ai lu, je crois. Juifs, arabes, etc. C'est des mondes où tu peux rentrer, quoi. Ils sont tolérants, acceptants, quel que soit ton genre, ton orientation sexuelle, ne sais-je, quoi. Au Brésil, comme souvent ailleurs, la spiritualité africaine sera le soubassement de la résistance anti-esclavagiste. L'arme redoutable dans laquelle nos ancêtres vont puiser la force, la stratégie, la puissance nécessaire à leur lutte vers la liberté. Et cette liberté est incarnée par les quilombos. Les quilombos, c'est le processus de la libération de nos ancêtres contre l'esclavage et le colonialisme, comme le faisait déjà en Angola, au Congo. Les quilombos, ce sont des terroirs, des résistances où on formait des guerriers, où vous préparez des personnes à partir d'une conception spirituelle et africaine. Cela a été reproduit par nos ancêtres. C'était un professeur congolais qu'on a interviewé. Dans ces quilombos, ces espaces de liberté créés au cœur des jungles luxuriantes du Brésil dès le XVIe siècle, des millions d'Africains vont y reconstituer les structures des royaumes africains, repenser et réadapter leurs traditions à leur nouvelle réalité et surtout s'organiser en véritables milices anti-oppression qui vont fragiliser le système esclavagiste de l'intérieur, sous la direction de leaders très nombreux dans le célèbre Zumbi dos Palmares. Et derrière moi, Zumbi représente un peu cette lutte permanente pour reconquérir leur liberté. Ils ont été malmenés, torturés. Lui a été arrêté, tué et son corps éparpillé dans toute cette ville de Bahia. Le mouvement des Zumbi dos Palmares, c'est le symbole de résistance du peuple noir donc Jurema brésilien, on lui envoie beaucoup de force. De la première expérience démocratique du pays. C'était elle qui, notre fixeuse, c'était elle, la brésilienne qui nous a accueillis, qui nous a ouvert les portes, qui était tout le temps avec nous. Personnage très important, hein. Sans elle, ce documentaire n'aurait pas été comme ça. Elle était incroyable. Elle est incroyable. Parce qu'il voulait la liberté à l'intérieur ou à l'extérieur des quilombos. Il a persisté dans la lutte, même en étant blessé en 1694, quand la capitale, Palmares, a été détruite. Le quilombo de Palmares, le plus célèbre du pays, au nord de Bahia, regroupait jusqu'à 30 000 personnes. Pendant près d'un siècle, Palmares a tenu tête aux puissances coloniales portugaises. Une résistance farouche sous la direction de Zumbi, le roi guerrier, le stratège. Sa décapitation en 1695 et l'exposition publique de sa tête à Recife avaient pour but de traumatiser les résistants, de briser définitivement l'espoir. Un truc qui est beaucoup arrivé sous la colonisation, hein. C'est pas qu'au Brésil, hein. Le truc des têtes, je pense tout de suite aux Français qui ont fait ça avec les Camerounais, par exemple. Mais bon, je pense que tout le monde l'a un peu fait l'enfer. Mais ce sera tout le contraire. Zumbi sera plus vivant que jamais et la résistance redoublera d'ardeur. Como é possível ser amigo dos brancos? Se a felicidade deles depende da nossa escravidão. Zumbi était le roi d'un seul quilombo, Palmares. Mais son nom résonne aujourd'hui dans les rues, dans les champs, sur les murs des favelas, dans les sentiers des 6000 autres quilombos recensés à ce jour au Brésil. Les quilombos étaient de véritables micronations africaines en territoire brésilien. Des sociétés entières avec leurs lois, leurs chefs, leurs dieux, leur culture. A cabeça de Cangazumba ficou fraca. Catambo!
Même dans la musique, il y a beaucoup de films, de musique sur zombies, c'est vraiment Pas de la figure. résistance sans spiritualité. Le colon leur enseignait qu'ils devaient tendre l'autre joue et accepter leur sort d'esclaves pour espérer un paradis hypothétique après leur mort. Mais eux ont choisi les dieux de leurs ancêtres qui leur commandaient au contraire de se battre pour arracher leur liberté. Mandaram pra cá pela mão de Xangô. Nós nunca mais vamos voltar a ser escravos de novo. Nunca mais. Dans les Quilombo, le candomblé était donc la loi, la boussole. Échou ouvrait les chemins. Yemanja accordait la protection. Ogum donnait le... Ça, c'est les orishas. Hein. Elles parlent en fait des divinités des éléments. Donc Yemanja, par exemple, ça va être la divinité de l'eau. Oshum, je sais plus, c'est l'eau douce. Et Yemanja, c'est l'eau de mer, si je dis pas de bêtises. Odum, etc. Donc, enfin, et même, ils ont... c'est peut-être ce qu'elle va dire, hein, mais voilà, faut le savoir parce que c'est pas toujours évident à comprendre quand tu es loin de tout ça. Le courage, Nana veillait sur les morts. Et voilà, il faisait appel. C'est donc dans un Quilombo que nous allons continuer notre exploration de la spiritualité afro-brésilienne. Force Sempo, merci d'avoir été là, ça m'a beaucoup aidé parce que solo c'est forcément plus compliqué. Ça m'a beaucoup aidé quand je sens qu'il y a des présences sur le stream comme ça, là, ça apporte une force de ouf. Voilà. Et j'espère qu'on ira un jour au Brésil ou peut-être que c'est la pire des idées parce que peut-être nous deux là-bas, je suis pas sûr qu'on en ressorte en vie, quoi. Voilà, simplement. Allez. Direct dans la favela, là. Soirée de Kalash. Non, mais c'est pas du tout ça. Enfin voilà, c'est aussi pour donner une autre image du Brésil. Vous voyez, il y a les bails de favela. D'ailleurs, je crois que dans les favelas, il n'y a pas que de la violence, bien au contraire. Évidemment, c'est toujours pareil. Puis il y a aussi tous ces trucs-là. Enfin, il y a 1000 trucs quoi au Brésil. Voilà, bling bling. Ah, let's go. C'est un jour spécial pour le Quilombo Pitanga dos Palmares, puisqu'on commémore ce jour la mémoire d'une personnalité associative et politique d'importance, à la fois leader de ce Quilombo et grande prêtresse du candomblé, Meibe Nadechi, assassinée pour son combat contre l'oppression. Presente! E a gente tem que honrar o sangue de Dona Bernadette e honrar o sangue de todas as pessoas que partiram da luta pela terra nesse país. Não é possível que continue matando a gente todos os dias e ninguém faça nada. Para uma conspiração que tem projeto de nos exterminar. Fomos arrancados de África, tendo que ocultar o nosso nome, enterrar os nossos orixás. Je vais vous enlever l'objectif de followers là parce que ça gâche les sous-titres. Comment je fais? Ouais, je vais le mettre là. Ouais, on a été accueillis. Il venait de se passer un meurtre, un assassinat dans le Quilombo. Donc il y avait plein de figures activistes, associatives et politiques présentes ce jour-là. Parce que en fait une vieille dame qui gérait ce Quilombo s'est fait flinguer, s'est fait assassiner. Donc, je pense qu'elle va expliquer, vous allez voir. Mais du coup, ouais, journée chargée quoi. Il y a bien de la présence sur le live, j'écoute avec grand plaisir, grand intérêt au taf. Merci pour la force, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Donc vous, imaginez-moi, je connais à ce moment-là pas trop ce que c'est les Quilombo et tout. Enfin, Seth m'explique, mais je sais pas exactement ce dont il était question. Et en fait, ils me disent, il faut qu'on aille tourner à 2-3 heures de Bahia parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a une vieille dame qui s'est fait tuer, qui gérait le Quilombo. Elle va expliquer. Pour vous dire que les trucs là au Brésil, c'est réel. Hein. Les histoires d'assassinats, etc. Et on sait d'où ça vient. Hein. Je pense qu'elle va le dire, mais on sait d'où ça vient souvent. Hein. Ils vont essayer de noyer le poisson et dire que c'est des règlements de compte internes. Vous allez voir. E a gente tem que honrar o sangue de Dona Bernadette e honrar o sangue de todas as pessoas que partiram da luta pela terra nesse país. Não é possível que continue matando a gente todos os dias e ninguém faça nada. Para uma conspiração que tem projeto de nos exterminar. Fomos arrancados de África, tendo que ocultar o nosso nome, enterrar os nossos orixás. E mesmo depois de 500 anos, estamos aqui ainda pedindo o direito de vida. Porque o Quilombo tem... À demander le droit de vivre, c'est ce qu'a dit. Hein. Nous sommes là encore 500 ans après à demander le droit de vivre. Parce qu'ils se font toujours
massacrés en fait. C'est ça le truc. C'est ça que j'ai compris aussi en allant là-bas. A gente não quer cesta básica, a gente não quer colchão, a gente quer políticas públicas que possa dar o poder de ser livre. Le pouvoir d'être libre et de vivre. Et c'est pour ça, hein. C'est pour ça. Imaginez cette dame-là sous Bolsonaro, mais enfin l'assassinat de la grand-mère et tout. Il y a air qui se passe quoi. Quand il y a Lula, ils prêtent de l'attention à ça. Donc pour eux, c'est central. C'est, j'ai envie de dire, presque une question de vie ou de mort, en fait. Hein. Livre e viver. E eu venho para a luta antirracista, lutando pelo fim desse projeto genocida, que a gente sabe que é o projeto do capitalismo neocolonial. Elle a utilisé le mot génocide. Hein. Projet du capitalisme néocolonial. Donc vous voyez, pour eux, ça, c'est des bails qui sont réels. C'est une guerre. On ne parle pas d'un petit truc. C'est que la situation au Brésil, c'est archi tendu, justement. Et évidemment, quand on comprend rien, on se dit juste, mais qu'est-ce qu'ils ont encore? Pourquoi ils chialent et tout? Parce qu'il y a du sang, en fait. Il y a du sang, il y a des terres qui leur... voilà. La résistance, quoi. Bref. Sobretudo na sua phase ultralibéral. Le Brésil est le tout dernier pays. Qu'est-ce qui les bute, hein, comme souvent, hein. Je trouve que les gens le martèlent pas assez quand il y a des gens qui crèvent. Ça va être la même chose, je sais pas, au Congo, quoi. L'ultralibéralisme, hein, c'est ce qu'elle a dit. Hein. C'est l'hégémonie de l'argent. Hein. C'est ça qui les bute en premier lieu. Alors, il y a plein d'individus, il y a plein de trucs, il y a il y a le racisme structurel, etc. Mais l'argent qu'on peut se faire sur leur dos et sur leur sang. Quoi. Le pays des Amériques a aboli l'esclavage en 1888. Mais la lutte est loin d'être terminée pour les Afro-Brésiliens qui doivent encore se battre pour obtenir des droits basiques. Les très nombreux fugitifs qui s'étaient libérés tout seuls de l'esclavage s'étaient baptisés les quilombolas, leur lieu de vie étant des quilombos, en référence à leurs origines africaines. Esse quilombola est automatiquement... Magnifique voix de Sébastien Faye, qui prend du galon sur la voix. Bien ouais, frérot. Reconhecer a sua negritude, reconhecer passado de dor, porque as comunidades negras no Brasil, elas têm passado de dor, de mais de 300 anos de exploração do trabalho de africanos, africanas e seus descendentes. Todos nós, né, somos africanos da diáspora, africanas na diáspora. Quilombo é a nossa história de vida, né? É ser resultado dessas lutas ancestrais de resistência. Mais aujourd'hui, l'empire colonial a changé de costume. Désormais, les néocolonialismes fonciers les expulsent de leurs terres en usant de violences paramilitaires. Les balles ont donc remplacé les fouets. Mais la réponse reste la même. Ouais. Résister. Résister. Parce que l'enjeu désormais, c'est la terre. Cette terre sur laquelle leurs ancêtres ont bâti leur liberté et dont les descendants des esclavagistes essaient de les déloger. Cette terre qui était délaissée parce que quand le roi de Portugal a migré vers Rio, ils ont abandonné Bahia. Ici, dans le Quilombo Pitanga do Palmares, 592 familles occupent 850 hectares de terre depuis des siècles et résistent, malgré le décès de son leader, Mebe Nadeti, assassiné par des tueurs à gages devant sa famille sous les yeux de son petit-fils, Wellington, dont le père, fils de Mebe Nadeti... La grand-mère, les gars, vous vous rendez compte, ils ont buté la grand-mère. Enfin, c'est grave, c'est un truc de ouf, et évidemment que... avait déjà été assassiné 7 ans plus tôt, à l'âge de 36 ans. Et voilà, et c'est des trucs réguliers, hein. Enfin, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est justement pour ça que ils sont dans tout leur état. Et donc, imaginez en plus, là, on parlait de leur besoin de reconnexion avec l'Afrique, et il y a une princesse du Cameroun qui arrive pour apporter son aide aussi bien journalistique, mais son aide humaniste, son aide qui veut envoyer de la force. C'est ça qu'ils recherchent en fait. C'est pour ça que de leur côté aussi, je crois qu'ils étaient très 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 émus. C'était des deux côtés. Et moi j'ai assisté à ça et en fait j'étais dépassé émotionnellement parlant, je crois. Hein, j'étais en train de comprendre ce dont il s'agissait, quoi. Donc moment très fort, un de mes reportages, un de mes tournages les plus touchants évidemment, qui a fait partie des plus touchants. A minha avó,
assumiu papel de liderança, a família assumiu papel de liderança na comunidade. Voilà, no ano passado, sa grand-mère, ano atrás, la minha leader. avó também foi assassinada. Isso fragilizou a comunidade e o fato mais agravante é que ela já estava em programa de proteção do governo. Et normalement, voilà, c'est ça. Normalement, elle était censée être protégée parce qu'ils savaient déjà qu'elle était en danger. Et 7 câmeras aqui instaladas pelo governo. Ils avaient mis Nenhuma des caméras, delas ouais. funcionaram no momento do assassinato. Voilà. Il y avait 7 caméras, aucune n'a fonctionné le jour où elle s'est fait assassiner. Évidemment qu'ils sont en droit de se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Évidemment qu'ils vont être révoltés, qu'ils vont péter un câble. Bah oui, mais c'est atroce en fait. Tous les leaders communautaires sont extrêmement en danger parce que les promoteurs, aussi bien que les trafiquants, et également, comme disait quelqu'un de tout à l'heure, on est sur un bassin minier extrêmement important. Je parlais du Congo tout à l'heure. L'ultralibéralisme, hein. Mine, promoteur immobilier. Il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a beaucoup de richesses. Et donc, ces leaders communautaires sont en permanence surveillés. Donc ceux qui vont un peu faire chier, ceux qui vont résister, on les bute. Le Congo, ça va être le même genre de truc. Hein. Et à chaque fois, je sais pas, par exemple au Congo, on dit beaucoup... évidemment que le Rwanda est un des ennemis qui profite de ce truc-là, mais c'est avant tout l'hégémonie qu'a les Occidentaux, le Rwanda, etc. sur le Congo. C'est l'ultralibéralisme qui tue le Congo. C'est les Glencore, c'est les grandes firmes, c'est les bulles capitalistes, c'est les bulles spéculatives. C'est pareil ici, hein. C'est pareil ici. C'est des bulles spéculatives. On ne pointe pas assez du doigt ceux qui sont tout en haut, là, hein. Les espèces de grosses boîtes qui font des milliards de profits et qui bizarrement payent des petits sur place. Là. Ils vont trouver des modèles où tu ne vas jamais pouvoir remonter jusqu'à eux en fait. Et c'est vrai que quand il y a des conflits, des trucs comme ça, c'est hyper pratique pour le public d'avoir un ennemi déterminé. Mais c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Et c'est le cas aussi. Des promoteurs immobiliers qui vont payer des petits qui ont aucune thune, parfois même des petits... qui pourraient ne pas vivre très très loin de ces quilombes-là, qui vont les payer discretos et qui vont leur demander de partir assassiner, de partir machin. C'est ça qui se passe. Ils sont protégés, en réalité. Ils sont protégés par la police et par d'autres services de sécurité parce qu'ils sont menacés de mort au quotidien. Vous voyez, derrière moi, il y a d'ailleurs une voiture que je ne vais pas me retourner parce qu'il ne faut pas qu'ils sachent qu'on est en train de les... Je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Comme Bolloré qui s'est fait épingler il y a quelques années au Cameroun, je crois, mais impossible de se faire condamner par qui que ce soit. Alors si, il a eu une condamnation de la juge, hein. C'est historique d'ailleurs cette fois-ci. Il a été reconnu comme coupable sur je ne sais plus quel dossier, mais le mot a été prononcé, ce qui est un changement... radical pour beaucoup de gens ici sur le continent africain. Ils ont enfin entendu coupable, ne serait-ce que ça, c'est une avancée. Mais évidemment, derrière ça, il est en impunité totale. Tout va bien pour l'emploi des mineurs. Oui, hein, mais c'est ça. Hein. C'est ça un des vrais... l'ennemi qu'on doit nommer, c'est peut-être avant tout celui-ci, quoi. C'est de ça dont il est question. Et on retrouve les mêmes choses. J'imagine que ça serait pareil aussi en Asie, au machin, etc. Mais c'est ça, le bail. Et la police censée nous protéger, là, ils sont là ce jour-là et ils font bonne figure, mais pareil, ils se font payer un petit billet, ils ont le dos tourné, bizarrement les caméras ne tournent pas. Le jour où une pauvre grand-mère qui tient ce petit endroit, les gars, vous vous rendez compte du scandale quand même, de l'atrocité de ce truc-là, et puis ils sont 200, bref. C'est les terrains là, effectivement, il y a des promoteurs immobiliers qui veulent aussi les récupérer parce que c'est des terrains qui peuvent valoir plus cher à l'avenir, ils veulent construire. Bref, toujours les mêmes trucs, hein. Toujours les mêmes trucs. Filmé, mais c'est exactement pour vous montrer à quel point la sécurité est au cœur du dispositif ici. Seuls quelques quilombos ont réussi à obtenir des titres fonciers sur leurs terres à ce jour, car l'obtention de ces titres est un parcours du combattant coûteux, opaque et décourageant, même s'ils sont dans leur bon droit. Pendant les années 70, le mouvement noir du Brésil, ils ont
manifester, forcer le gouvernement à faire une réparation par rapport à l'esclavage. Cette demande est devenue un projet de loi pour donner les droits aux afrodescendants du Brésil. Cette loi s'appelle Quilombola. Et la loi Quilombola dit que la terre où tu as toujours habité est à toi, finalement, tu auras le droit d'y rester, mais tu n'as pas le droit de vendre. Ce qui n'est pas trop bête, hein. Du coup, tu n'as pas le droit de la vendre, tu ne peux pas t'enrichir dessus, mais au moins tu l'obtiens. Ce qui est déjà une avancée. Et quand on parle de résistance, c'est réel. C'est-à-dire que en fait, pour que cette loi arrive, il y a eu du sang, il y a des gens qui sont morts, quoi. Donc voilà ce qui se passe quand on entend parler des conflits internes au Brésil. C'est ce genre de truc, hein.